Bonjour à tous, on se retrouve pour le cours numéro 3 sur les gaz et pressions. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi s'intéresser aux gaz? Contrairement aux solides et aux liquides, sauf exception, les gaz sont compressibles. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire que pour une même quantité de matière gazeuse, on peut dilater ou compresser notre gaz. Et il occupera ainsi un volume différent. Et c'est justement le moment de vous introduire la formule des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Elle nous dit que le produit de la pression par le volume est égal au produit de la quantité de matière, la constante des gaz parfaits et la température. Décortiquons maintenant chacune de ces variables. Commençons d'abord par la pression. La pression est une force qu'on répartit sur une surface. Elle est définie avec plusieurs unités dont il faut connaître l'équivalence. On commence par exemple les pascals. Généralement, on parle de 10 puissance 5 pascal. Puis, il faut savoir que 10 puissance 5 pascal, c'est équivaut à 1 bar, qui équivaut à 1 atmosphère. Par exemple, en ce moment, on est à 1 atmosphère. Et cela est égal aussi à 760 mm de mercure, unité utilisée dans le monde médical. Maintenant, on peut parler directement du volume. Le volume, normalement, il n'y a rien de nouveau. Donc, on le mesure en mètres cubes. Parfois, on vous donne des litres. Il faut savoir connaître la conversion. Donc, 1 mètre cube, c'est égal à 10 puissance 3 litres. Voyons maintenant la quantité de matière. La quantité de matière est définie par le nombre de molécules qu'on a divisé par le nombre d'Avogadro. Tout cela dans un but de nous faciliter la vie. Et on enchaîne directement avec notre avant-dernier nombre, la constante des gaz parfaits. Il faut juste savoir qu'elle existe. Mais sinon, sa valeur, 8,31 joules par mol par Kelvin, n'est pas à connaître, elle sera redonnée dans les exercices. Pour finir, en parlant de la température, il faut bien se souvenir de sa conversion, car c'est un piège très fréquent. La professeure le rappelle. Donc, la température, elle se note en Kelvin uniquement, et donc on a la conversion que 0 degré est équivaut à 273 Kelvin. Si on a 5 degrés, on rajoute 5 à 273. Donc, on aura, par exemple, 278 Kelvin. C'est uniquement avec cette unité qu'on peut faire nos calculs ici. Faisons un récap global des unités parce que c'est ça qui va vous piéger. La pression, elle se mesure en pascal uniquement. Si on vous donne ces autres mesures-là, on passe en pascal. Le volume en mètres cubes, pareil, on vous donne des litres, on retombe sur les mètres cubes. La quantité de matière en mol. La constante, c'est une constante. Et la température en Kelvin. À vous de jouer. Maintenant, il est aussi crucial de comprendre que dans un mélange de gaz, la somme des pressions partielles est égale à la pression totale. En pratique, on utilise surtout les rapports de pression, les rapports de fraction molaire et les rapports de fraction moléculaire. À quoi ça sert? Dans un exercice, on peut très bien vous donner la pression totale et vous donner le pourcentage qu'occupe un gaz de son espace, de ce volume. Par exemple, dans un exercice, on peut vous donner que la pression totale d'un mélange vaut 1 atmosphère et que notre gaz d'intérêt occupe 20% de ce mélange. Ce qui nous dit la loi de Dalton et ce qu'on vient de dire, c'est que pour trouver la pression partielle, il suffira juste de multiplier la pression totale, donc on a donné 1 atmosphère, fois le rapport de fraction. Donc ici, 20%. Donc fois 0,2. Donc en somme, notre pression partielle sera simplement égale à 0,2 atmosphères. Pour faire un clin d'œil à la méca, on peut aussi parler de travail des forces de pression. Lorsqu'un gaz se compresse ou se dilate, il effectue un travail. Ce travail est déterminé par la variation du volume associé à la pression. Si on veut connaître le travail total, il suffit d'intégrer cette expression entre le volume final et le volume initial. Faisons maintenant quelques petits apartés. Il faut savoir que plus la température d'un gaz augmente, plus l'énergie totale de ce gaz augmente. On a la formule que l'énergie totale est égale à 3,5 de la quantité de matière fois la constante des gaz parfaits fois la température. Mais ça nous dit quelque chose ça, nRT. On peut évidemment remplacer nRT par son égalité, la pression fois le volume. Donc tout pareil, quand notre pression augmente ou bien notre volume augmente, l'énergie totale augmente aussi.
Abordons maintenant la loi de l'hydrostatique qui nous aide à comprendre comment varie la pression en fonction de l'altitude. Il faut savoir qu'entre nos deux points A et B, l'énergie totale se conserve. Donc, lorsque on sait que l'altitude en A est supérieure à l'altitude en B, donc ZA supérieur à ZB, il est donc nécessaire que notre pression en B soit supérieure à notre pression en A pour conserver ainsi cette égalité-là. Un exemple beaucoup plus concret, c'est lors d'une plongée sous-marine. Plus vous descendez en profondeur, plus la pression augmente. A l'inverse, lors d'une montée en altitude, comme lorsque vous montez l'Everest, la pression diminue. Souvent confondus, la pression et la tension ne veulent pas dire la même chose. En médecine, on utilise le terme de tension. Cette tension est expliquée par la différence entre la pression sanguine et la pression atmosphérique. Donc ici on parle de pression, ici on parle de tension. Donc je répète, la tension est de la différence entre la pression sanguine et la pression atmosphérique. Donc pour que les vaisseaux ne se collapsent pas, il est nécessaire que la pression sanguine soit supérieure à la pression atmosphérique. Et voilà, on a dit l'essentiel sur les gaz et les pressions. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite bon courage. Pourquoi les rapports de pression de pression oui. Voilà.